Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Cette semaine, nul autre que Jean-Marie Lapointe. On était vraiment content de l'avoir. Jean-Marie va nous raconter son parcours, également nous parler de ses différents projets qu'il a, mais également comment il voit la vie. Donc, Jean-Marie a vécu plusieurs épreuves dans sa vie qui l'ont amené à être quelqu'un de plus à l'écoute des autres, plus généreux. Laissez-vous inspirer par Jean-Marie, son altruisme, son optimisme, sa sympathie qu'il a envers les jeunes. Donc, bonne écoute les machines et n'oubliez pas, s'il vous plaît, allez mettre un 5 étoiles sur iTunes. Ça nous aide vraiment à faire connaître le show. Cette semaine, Jean-Marie Lapointe. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Cette semaine, Jean-Marie Lapointe. Écoute, Jean-Marie, je suis super content de t'avoir. En passant, vous avez manqué la première heure d'entrevue qu'on a passée avec Jean-Marie. On l'a faite off-caméra. Hein? Ça fait déjà presque une heure que t'es ici qu'on parle. Fait qu'on est super content que tu sois ici. Pourquoi? J'étais très nerveux. Puis je vais te dire honnêtement, Jean-Marie, tu disais avant l'émission, je suis souvent invité parce que le monde parle dans un certain contexte de certaines choses que je fais. Ouais. On peut parler de la vie en général ici. OK. Puis c'est ce qu'on veut parler, puis de performance, puis de bien vivre sa vie. Ouais. J'étais un peu nerveux en te recevant ici parce que t'as tellement un pedigree qui est large, t'as tellement fait d'affaires que j'ai dit par quel bout que je suis pas un Jean-Marie Lapointe. Parce que t'as tout fait. Tu sais, t'as fait du cinéma, t'as animé, puis t'as fait beaucoup de sport, fait que t'as fait plein d'affaires. Tu viens d'une famille qui est connue aussi. Fait que Jean-Marie Lapointe, merci d'être ici. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. Merci Stéphanie, merci. Écoute, pourquoi tu dis t'es content, t'es nerveux? Qu'est-ce qui fait que t'es super content de me recevoir? Je serais curieux de voir comment tu t'es préparé. Puis... En fait, j'avais lu beaucoup de choses sur toi. Avant que je t'invite, je savais t'étais qui, tu sais, en surface, je savais ce que t'avais fait. Quand j'ai commencé à lire, je disais, holy fuck, il y en a du stock qui a fait Jean-Marie. Parce que moi, je suis pas un grand consommateur de télévision. T'as vu un peu, tu sais, je te l'ai dit avant l'entrevue, j'ai été policier. Tu vois l'autre côté de l'intervention dans la rue avec ces gens avec qui tu travailles présentement, parce que c'est ton projet le plus actuel, c'est Face à la rue. Alors, c'est pour toutes ces raisons-là. Puis je me demandais, tu sais, t'es un gars assez complet, tu fais beaucoup de sport aussi, t'es performant là-dedans aussi. Fait que j'étais curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars comme ça. Quelle sorte de bébite que je suis, là, tu sais. Moi-même, je me pose des questions. Tu sais, des fois, je vais même arriver à me poser la question, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grand? Tu sais, je me considère encore TQ, est-ce qu'ils savent qu'il y a une doigt en arrière que c'est toi? Oui. Tout le monde connaît Chuck. On connaît Chuck, c'est bon. OK. C'est bon. C'est Big Brother et quelque part, là. Caché en arrière. Non, mais c'est vrai que je me redéfinis régulièrement, je me challenge régulièrement, puis c'est drôle, tu sais, je porte le chandail de canoë-kayak de Cap-de-la-Madeleine, tu sais, c'est une équipe, c'est un sport que j'ai découvert sur le tard dans ma vie, le canoë-kayak. Puis le canoë-kayak, pour ceux qui connaissent pas ce sport-là, c'est vraiment malade mental, parce que le bateau, si on parle du kayak, c'est large de même, c'est long de 14 pieds de long. Tu le mets dans l'eau, le bateau verse. Donc, il n'est pas en équilibre. Alors, imagine-toi dessus en plus. C'est sûr que tu es hors d'équilibre. Alors, tous ceux qui essayent de faire du canot-kayak à un âge plus avancé, il y en a qui se découragent. 9 personnes sur 10 embarquent pas, puis débarquent, puis ils veulent rien savoir. Mais moi, j'ai une tête de cochon. Et j'avais un mandat dans ma tête. Je dis, moi, je veux réussir à ramer là-dedans puis d'aller vite. Ça a pris des années, mais j'en fais et je suis mordu de ça. Et encore aujourd'hui, après 7-8 ans de pratique de ce sport-là, je me challenge, j'aime ça, j'ai un beau kayak, j'ai du fun et je ne verrai pas le bout ou le jour où je vais le maîtriser à 100%. Il y a toujours de quoi. À chaque coup, tu es presque en déséquilibre. À chaque coup, tu veux planter ta rampe pour aller encore plus vite. Tu sais, vous autres, vous êtes des maniaques du longue distance. Moi, j'aime les petites vites. Moi, là, c'est des 200 mètres. Ça, c'est ma distance préférée en canoë-kayak. C'est intense, tu saignes du nez, ça goûte le vomi dans ta bouche, calmement, c'est intense. Mais j'aime ça. Tu sais, on en parlait avant que l'émission commence, tu sais, comment on aime l'intensité, on aime la douleur. Mais moi, je carbure à ça, mais je carbure au challenge, au défi. J'aime sortir de ma zone de confort. Autant dans le sport, qui est incarné par le canoë-kayak, que dans des projets télé, dans des conférences, dans le bénévolat. J'ai besoin de me sentir vivant dans ce que je fais, mais utile pour les autres. Ça, là, c'est non négociable. Ça vient de où ce besoin-là de vouloir être utile pour les autres? Ben, je pense que c'est dans chaque être humain que d'être une bonne personne.
que d'être bon, d'avoir le réflexe de tendre la main. C'est en nous, ça. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est en nous. On entendrait subitement un enfant pleurer dehors qu'on irait porter secours à cet enfant-là. C'est pas pour être fin, c'est pas pour bien paraître, non. C'est notre réflexe d'être humain, d'être bon. Donc, je fais juste répondre à un élan fondamental d'être bon puis de tendre la main. Bon. Ceci dit, en plus, quand tu as des modèles dans ta vie comme ma tante Cécile qui est décédée, mais qui était une mère Teresa, elle était une missionnaire, elle était venue sur la terre pour incarner la mission de Jésus-Christ puis de donner le meilleur d'elle-même pour les plus démunis et toujours avec le Christ en elle. Elle voyait Jésus dans tout ce qu'elle voyait, dans tout ce qu'elle touchait. Elle soignait tout le monde comme si elle prenait soin de Dieu le Père, dans sa façon d'être. Donc moi, j'ai ça comme modèle, puis j'ai un bonhomme qui s'appelle Jean Lapointe, qui a donné son nom à la maison Jean Lapointe, qui a souffert d'alcoolisme et qui a transcendé sa souffrance et qui a donné un sens à sa souffrance en aidant les autres, les plus poqués de notre société. Shit, quand tu as des modèles de même autour de toi, et que tu l'as dans ton ADN, cette espèce d'élan-là, tu peux pas faire autrement que d'y aller puis de plonger là-dedans. Puis de carrément vouloir faire du bien. Et en plus, tu réalises, ben non, ça me fait du bien, moi, quand je fais du bien. Ben, t'arrêtes pas. Tu sais, à moins d'être un psychopathe ou de déséquilibré puis de vouloir m'infliger de la douleur ou de la souffrance. Je veux dire, c'est juste normal, comme être humain, de faire du bien. Et tu découvres en plus, en récompense, ben, ça te fait du bien. Ben, tu changes pas de route, là. Est-ce que tu penses que tu n'aurais pas eu ces modèles, dans le fond, la tante et ton père, que ça aurait été différent? C'est sûr. Si j'avais eu un père médecin, si j'avais eu une mère anthropologue, si j'avais eu des gens autour de moi pour qui l'argent ou les affaires, c'était une raison de vivre, je serais probablement devenu un homme d'affaires. Mais en même temps, on est plein de petites graines en nous. Il y a des graines qui poussent plus que d'autres. Il y a des choses qui vont donner du sens plus rapidement dans ta vie. Nous, les arts, la musique, la philanthropie, le bénévolat, c'était déjà en nous depuis que je suis tout petit. Puis je suis allé au collège Notre-Dame et l'enseignement privé du collège Notre-Dame où on donne l'accent sur le sport, c'est important. Mais très, très, très jeune, en secondaire 1 et secondaire 2, il y avait la marche 2 tiers, on ramasse des bouteilles dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve ou Centre-Sud et avec l'argent, ben, on redistribue ça. Donc, c'est aussi très noble dans l'enseignement que j'ai reçu des frères Sainte-Croix. Je suis allé dans un camp de vacances l'été avec les pères dominicains au camp Tekakwitha. Donc, il y avait toujours la charité quelque part qui est ancrée dans mes activités ou dans mon éducation. Donc, c'est sûr que les modèles que j'ai eus ont tracé une ligne et aussi les souffrances infligées à cause d'un déséquilibre comme l'alcoolisme, la dysfonction qui vient avec ça, ça te façonne ta compassion plus jeune aussi. Donc, tu es un peu comme tu disais tantôt, Max, dans ton quartier, on côtoie des riches, mais il y a de la pauvreté aussi. Donc, les enfants qui grandissent avec ces deux pôles-là, c'est des enfants, je trouve, plus riches et plus complets parce qu'ils voient les deux côtés de la médaille de la vie. C'est pas vrai que tout est beau, tout est riche, tout est parfait, mais c'est pas vrai qu'il y a que de la pauvreté, de la violence ou de la prostitution. Il y a un mélange de tout ça. C'est l'ombre et la lumière. Donc, moi, j'ai vu ça. Tes enfants, vos enfants voient ça. Moi, je pense qu'on est plus équilibré avec ces deux polarités-là. C'est quoi ta vision? Parce que là, tu fais l'émission Face à la rue. Si je te disais que dans la vie, on a le choix d'être ce qu'on veut être. Mm-hmm. Quand tu regardes globalement ce que tu côtoies comme situation de détresse, comment tu vois ça? Parce que moi, j'ai vécu le côté où j'étais policier, puis qu'on finit par faire une finalité de ça, puis dire, ben finalement, ils sont là par choix. Mm-hmm. Parce que c'est un peu l'approche, c'est ce qu'on reçoit comme message d'eux aussi. Ouais. Comment tu vois ça? Je n'ai pas rencontré à ce jour une personne en situation d'itinérance qui m'a dit que c'était un choix d'être là. Et parfois, on me challenge, on me dit, ben moi, j'ai mon oncle qui s'est ramassé dans la rue puis qui disait que c'était un choix. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une tendance, on appelle la simplicité volontaire. Oui, ça, c'est un choix. Ça, c'est correct. Mais quand quelqu'un me dit, moi, c'est un choix d'être dans la rue, parce qu'il y en a que j'ai vu dans la rue qui me disaient que c'était un choix. Mais si ton corps est intoxiqué par une substance, qu'elle soit le crack, la coke, l'alcool, whatever,
tu as déjà une partie de ton jugement qui est altérée parce que tu es sous l'emprise d'une substance. T'sais. Surtout si tu es en mode sevrage, c'est pas le fun. Si en plus tu souffres d'une problématique de santé mentale, schizophrénie, bipolarité, trouble de personnalité limite, peu importe, et qui n'est pas soigné, tu as encore un autre filtre qui te débalance dans ta vie. Et si à part de ça, tu es en train de me dire que c'est un choix que tu sois dans la rue, permets-moi de douter que tu avais ta pleine perception, ta parfaite perception de ta réalité. Donc, tu es biaisé. Tu sais. La preuve, va faire ton épicerie quand ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. Vas-tu vraiment aller tout de suite dans la rangée des fruits et légumes pour ce que tu as de besoin qui est bon pour toi? Non. Tu vas te gaver, tu vas avoir une perception qui est changée parce que tu as faim. Tu vas vouloir te remplir la faim, puis la compenser ou la soigner. Alors, je n'ai pas rencontré des gens par choix qui sont là. Donc, forcément, si tu n'es pas là par choix, c'est une conséquence de bad luck qui te ramène là. Donc, quand tu découvres que la réalité de la vie d'une personne, c'est un divorce, c'est une dépression, c'est un centre de jeunesse, c'est des abus, c'est de la toxicomanie, de l'alcoolisme, et que tu réalises que la personne souffre, t'es plus dans le jugement, tu ne peux qu'être que dans la compassion. Puis dès que tu es dans la compassion, tu es dans la compréhension aussi de l'autre, tu n'es plus dans le jugement. Puis j'aime beaucoup citer Mère Teresa qui dit « Quand tu es trop occupé à juger une personne, tu peux pas l'aimer. » C'est l'un ou l'autre. Mathieu Ricard dit « Tu ne peux pas de même geste tendre la main puis donner un coup de poing. » C'est quoi ton choix? Tu veux-tu aider ou tu veux juger? Alors moi, quand j'approche ces personnes-là, puis là je dis moi avec le M majuscule, mais c'est toute l'équipe de Face à la rue, quand nous allons dans la rue et quand nous approchons des personnes qui sont en situation d'itinérance, c'est toujours avec un désir de comprendre et de vouloir aider l'autre et de vouloir saisir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te ramasses là. Et avec ça, là, tu es dans l'amour, tu es dans le non-jugement, tu es dans l'aide, tu es dans la tendresse, ce qui manque beaucoup à ces personnes-là. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que souvent, comme l'intervention policière va être de premier rang, tu vois la personne en surface, puis de toute façon, c'est cette personne-là, puis dans 2 minutes, c'est une autre personne. T'sais. Puis t'as-tu le temps de faire cette approche-là comme moi? T'as pas le temps, mais avec les années, t'as plus le goût. Oh. C'est ça qui arrive aussi, parce qu'à un moment donné, c'est toujours un petit peu le même pattern. Puis quand tu regardes ça froidement, je vais être très honnête avec toi, Jean-Marie, quand tu regardes ça froidement, très rare ceux que tu vas voir s'en sortir réellement. Ouais. Ça, c'est le constat qu'on fait. On les voit revenir souvent, tout le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pas la job des policiers souvent d'être formés, mais ce que tu dis là, ce que tu viens de me dire là en quelques minutes, vient beaucoup m'éclairer sur effectivement juste la perception qu'on peut en avoir. C'est intéressant, puis ça nous amène souvent, j'imagine, à avoir des conversations très profondes avec ces personnes-là pour comprendre pourquoi ils sont là. Il y a une intervention qui vient avec ça. Tu peux pas arriver à prendre la personne et dire, écoute, aujourd'hui on se parle. Right? Non. Comment ça se passe? Ben, il y a ça. J'en parle parce que on parle de ça, mais ça peut être pour aider n'importe quelle autre personne dans ta vie qui a besoin d'aide dans ce moment-ci. Ouais. C'est toute la même affaire. Right? C'est toute la même intervention à peu près. Oui, et il y a quelque chose qu'on n'a pas nommé, mais qui est peut-être la condition de base pour pouvoir approcher cœur à cœur une autre personne, c'est du temps. Tu dois ralentir. Tu dois déploguer ton sel. Tu dois te donner un peu de temps pour créer un lien avec l'autre. Tu peux pas établir une relation saine et durable si tu es parqué en double avec tes gyrophares puis tu fais une intervention. Je m'excuse, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Puis, vu qu'on parle de la police, t'as peut-être connu ça du temps que tu étais policier à Montréal. L'escouade EMRI, E-M-R-I-I, c'est une escouade spécialisée en intervention auprès des personnes les plus vulnérables, les gens en situation d'itinérance, et on a un policier qui est jumelé avec une infirmière ou un éducateur spécialisé et ils vont sur le terrain, pas pour faire la provocation ou surtout la première mission souvent de la police, vous dire il faut arrêter quelque chose, il y a une hémorragie ou bon. Non, ils sont là pour intervenir puis accompagner une personne et lui dire qu'est-ce qu'on peut faire pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? As-tu besoin d'aide? T'es-tu malade? Veux-tu qu'on aille à l'hôpital avec toi? Est-ce que tu as besoin d'aller à la cour? As-tu besoin d'un avocat? As-tu besoin de manger? On est là avec toi, tu sais, parce que c'est souvent des personnes qui n'ont pas toute la capacité intellectuelle et physique et psychique de bien répondre à leurs propres besoins. Pour tout le temps, il y en a qui vont quand même relativement bien dans la rue, ils sont relativement autonomes aussi. Donc, tout ça pour dire que
tu dois avoir du temps pour établir un lien et créer une connexion avec l'autre. Et ça, nous, on l'a quand on fait une série télé comme Face à la rue. Puis, on le prend aussi. T'sais, on ne veut pas être rushé, on ne fait pas de la saucisse, on ne fait pas des émissions par-dessus émissions. On crée un lien. Et parfois, le lien se crée là, instantanément ici. À un coin de rue d'ici, on a rencontré une femme qui vivait en situation d'itinérance, problème de toxicomanie, prostitution et tout ça. Mais on ne l'avait pas rencontré avant. C'est pas une recherchiste qui nous a dit « Hey, on a quelqu'un à vous présenter », comme on fait souvent. La moitié des gens qu'on rencontre dans Face à la rue, c'est des ressources. C'est des personnes qui nous en parlent. Elles disent « Ah, on connaît quelqu'un, il faudrait vraiment que tu la rencontres. » Puis l'autre moitié des gens qu'on a rencontrés, c'est toutes des personnes... Au hasard. Au hasard, comme ça. Mais avec qui on a pris le temps de s'installer. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que les gens s'ouvrent à nous. Ah, c'est ça ma question. C'était quoi leur réaction, leur ouverture par rapport à quelqu'un qui vient de l'aborder comme ça? Ben, premièrement, on débarque pas avec les 3 Kodak, les 8 micros, puis pouf, dire raconte-nous ta vie dans 3, 2, 1. Tu sais, ça marche pas comme ça. On y va avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de respect et beaucoup de compréhension que la personne a peut-être honte d'être là où elle est. Elle est peut-être pas heureuse d'être là où elle est. Elle a peut-être brisé des ponts dans sa vie avec ses proches, ses enfants, ses conjointes et tout ça. Donc, on se dit que la personne porte une histoire qui doit être lourde. Il faut y aller avec beaucoup de douceur. Puis, une fois qu'on a établi un lien, on n'est pas encore en train de tourner. Une fois qu'on a approché la personne, puis on lui demande, écoute, on fait une série qui s'appelle Face à la rue, qui parle de l'itinérance, et on aimerait connaître ta réalité. Es-tu intéressé à nous en parler? As-tu envie? As-tu besoin d'en parler aussi? Et on réalise que beaucoup de gens vivent tellement de l'exclusion, du mépris, de l'isolement, du rejet, qu'ils sont plus intéressants pour beaucoup de monde. T'sais. On les a méprisés. On leur crache parfois pratiquement dessus. Alors nous, on arrive avec une attitude contraire. Parce qu'on s'est intéressé à toi, avec le temps, peut-être que la personne a réalisé qu'elle était intéressante. Elle avait peut-être de quoi à dire. Elle avait peut-être senti que finalement, elle avait fait une prise de conscience avec nous. C'est arrivé souvent, ça. Des gens qui nous ont dit, le fait d'avoir passé une journée avec vous, j'ai réalisé où est-ce que je t'ai rendu, où est-ce que je voulais aller, d'où je partais, et que finalement, j'avais peut-être une valeur. Ah! Moi, ça me bouleverse quand j'entends ça parce que je me dis, ça se peut-tu être rendu là? Ça se peut-tu être rendu aussi bas dans l'échelle humaine où tu te sens méprisé et que tu l'achètes. Ouais. T'achètes le mépris. T'acceptes d'être méprisé. Moi, ça me vire à l'envers, puis je me dis, c'est une télévision nécessaire qu'on fait. C'est nécessaire de leur donner la parole, puis de voir l'impact que ça a présentement dans les réseaux sociaux, sur les gens qui nous écoutent. Je me dis, shit, il fallait qu'on la fasse. Parce que les gens avaient soif de comprendre la réalité de ces gens-là. Et là, on n'est plus en train de les regarder avec les mêmes yeux. Notre regard a changé. Et ça, c'est au-delà des prix Gémeaux, au-delà des codes d'écoute, si on est pour arrêter la série, si on reste avec ce constat-là de dire que les gens ont changé leur regard face aux personnes de la rue, moi je me dis, regarde, parfait, on peut mourir demain. La plupart du monde auprès de qui tu vas intervenir, quand ils finissent par tomber un peu dans la réalité, parce que c'est ça, à un moment donné, ils viennent décrocher de la réalité. Ouais. Les premiers constats, les premiers regrets qu'ils vont avoir, les premières réalisations qu'ils vont faire, c'est quoi généralement? C'est-tu, j'ai pas été assez avec ma famille? C'est-tu, j'ai plus rien, il faut que je me refasse? C'est quoi le constat des gens une fois qu'ils sont sortis de là ou qui commencent à réaliser? C'est complexe comme réponse. Elle est vitale ta question, Maxime, mais nous autres, l'équipe de Face à la rue, on a appris une chose importante en faisant les 2 saisons. C'est qu'il faut prendre la personne là où elle est, pas là où on pense qu'elle devrait être, avec son potentiel, avec son intelligence, avec son vécu, avec son passé, avec ses diplômes. Elle est rendue là. Et le constat que les gens font, c'est vrai, effectivement, ils font une prise de conscience, ils disent « shit, je peux faire de quoi de ma vie? » Entre ce moment-là et la sortie de la rue et une nouvelle job, puis de retrouver des liens avec des proches, puis d'avoir leur maison ou un appartement, ça peut prendre des années. Là, Alors, chaque petit pas compte, et ça, on en est témoin.
Oui, il y a des gens qui se sont sortis de la rue depuis les 2 dernières années. Ça, c'est extraordinaire. Mais la sortie de la rue, ça se fait de façon progressive. Je vais donner l'exemple de Jonathan. Jonathan, lui, quand on l'a rencontré il y a 2 ans, c'est un gars de l'Abitibi qui vit à Montréal. Il a connu la prison, il a connu les centres d'accueil, il a connu les familles d'accueil, il a connu des abus, il a connu l'enfer. Là, il souffre de problèmes de toxicomanie, tout ça. Il est en survie dans la rue. Et quand on le rencontre, la journée 1, il est à la recherche de son père. Ça fait 4 ans qu'il ne l'a pas vu. Et là, à la sortie de l'accueil Bonneau, où là, l'accueil Bonneau vient de fermer ses portes pour le reste de la journée jusqu'au lendemain matin. Nous, on sort, on vient de faire un tournage avec André, un des intervenants là-bas. Et qui qu'on croise à la sortie? Il y a Jonathan qui est là. Il s'en venait rentrer à l'accueil Bonneau. Pourquoi? Mais il avait manqué le rendez-vous avec son père, qu'il n'a pas vu depuis 4 ans. Et là, nous, on entend ça, et on est bouleversé. Alors, on appelle notre chum André. André, viens nous rejoindre, on a besoin de toi. Et là, André connaît très bien Jonathan. Il se parle. Puis finalement, Jonathan a besoin d'aide. Il aimerait ça avoir un papier et un crayon pour pouvoir écrire un message à son père parce qu'il a manqué le rendez-vous. Et ce même message-là, on va le mettre sur la porte de l'accueil Bonneau. Au cas que le père qui débarque de l'Abitibi puis qui lui aussi a manqué le rendez-vous avec son fils puisse voir, OK, mon fils m'a laissé un message, parfait. Alors finalement, Jonathan, André se parle, laisse un message pour que le lendemain, on apprenne que le père arrive en ville, mais il n'a pas encore vu Jonathan. Alors nous, l'équipe, on se dépêche. On essaie de retrouver Jonathan et finalement, on assiste à la retrouvaille entre Jonathan et son père. C'est un moment émouvant, c'est un moment bouleversant. Puis nous, on est restés la veille, la gorge nouée, on se dit comment ça peut être épouvantable et pour le père de ne pas voir son fils et pour le fils de voir enfin son père. On est resté à l'envers de ça, mais le lendemain, on a eu la retrouvaille. T'sais. Donc, ça fait 2 ans de ça. Aujourd'hui, Jonathan ne prend plus de drogue dure. Il est encore en situation de survie et d'itinérance, mais il ne prend plus de drogue dure. Et deuxièmement, il est régulièrement en contact avec son père. Il y a à peu près 1 mois, je suis à la mission Bon Accueil, je fais du bénévolat, je suis en train de faire la bouffe, je prépare la bouffe et je sers la bouffe avec une gang de bénévoles. Qui je vois pas dans l'allée? Jonathan. Il sort de sa ligne, il vient me voir, il me fait un gros hug. Salut Jean-Marie. Il pogne son téléphone cellulaire. Hey, pa, je suis avec Jean-Marie. Pogne le téléphone. C'est pas une sortie de rue, ça. C'en est une. C'est progressif. Ça, pour moi, c'est une victoire. C'est une petite victoire, mais c'est une victoire. Est-ce qu'il vit dans son condo avec sa nouvelle job et ses nouvelles dents? Non. Il n'est pas là, Jonathan. Mais quelle progression. Depuis. Quel rapprochement avec son père. Donc, ça, pour moi, c'est majeur. Et ça, on a été conscient de ça, on en a été témoin. Est-ce qu'on a été un peu, pas responsable, mais est-ce qu'on a été un des éléments déclencheurs du rapprochement? Peut-être. Mais encore là, Victor Hugo a dit une phrase, « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » La retrouvaille devait se faire. Nous, on devait être là pour vivre cette expérience-là. La série Face à la rue devait être créée à ce moment-là de la vie. Et là, il arrive plein d'affaires. Moi, je crois à la synchronicité. Quand quelque chose doit arriver au bon moment, avec les bonnes personnes à la bonne heure, là, explosion, ça arrive. T'sais. Moi, je crois à ça. Donc, c'est un long préambule, c'est un long détour pour répondre à ta question. Mais les gens, quand ils parlent et quand ils s'ouvrent à nous, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être une semence qui est plantée davantage et là, tu sens qu'il y a de quoi qui est en train de se passer. Et en plus, le feedback que les gens leur font quand ils les croisent dans la rue parce que l'émission est écoutée. Il y a beaucoup de gens qui les reconnaissent. Oui, les gens leur font un feedback, leur disent « Hey, je t'ai vu à télé, hey, lâche pas mon chum. » Quoi, c'est hot, ça? Des encouragements qu'ils n'ont pas d'habitude. Ouais. Ben non, ils sont reconnus. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup l'expression des sous-humains, tu sais. Ils se font traiter comme des sous-humains une bonne partie de leur vie, et là, maintenant, on les regarde comme des humains. Là, toute la différence est là. Ça les motive, c'est certain. Ah. Ouais. Wow. Ouais. Tu accompagnes ces gens-là. Tu as accompagné beaucoup de gens aussi, des enfants, surtout dans la mort. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce que j'écoutais de toi, c'est que tu as vu ta mère qui est morte assez jeune, ça t'a marqué. Ouais. Puis après ça, tu as accompagné des enfants dans la mort. Les adultes, souvent, justement, on parlait de regrets ou des choses comme ça. Ils vont regretter de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Les regrets des enfants, est-ce que c'est souvent de ne pas avoir vécu plus longtemps? Quand tu accompagnes un enfant, est-ce qu'ils te font des confidences par rapport à... Oui.
il y a toutes sortes de confidences, puis il y a toutes sortes de... Ah, oui, il y a de ça. Je sais pas comment te répondre, parce que sommes-nous toujours prêts à mourir? Est-ce qu'on est tout le temps prêt? Est-ce que tous nos dossiers sont réglés? Tu sais, quand tu meurs à 14 ans, t'aurais aimé ça être adulte, t'aurais aimé ça avoir un chum, t'aurais aimé ça avoir ta maison, une job, des enfants, c'est clair, tu sais. Mais on dirait que dans bien des cas, la vie d'une personne de 0 à 17 ans, elle est à l'accéléré, elle est très condensée, il y a beaucoup de choses. Tu sais, même si moi je devais mourir à 92 ans, il y a encore plein de choses que je voudrais faire, tu sais. Il y a plein de choses qu'on veut faire, même si on meurt à 40 ans, à 17 ans, c'est la même chose, tu sais. Mais c'est tellement drôle, on dirait que c'est pas tant ça que moi j'ai observé. Il se passe de quoi chez les enfants et les ados que j'ai rencontrés? Il y a un intérêt important vers les autres par rapport à maman va-tu être correcte quand je vais mourir? Est-ce que papa va être correct? Est-ce que mes sœurs vont être correctes? Les gens se retournent beaucoup plus vers les autres. Beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup vu ça. Et tu vois que finalement, l'enfant, même s'il a 5 ans, l'ado, même s'il a 19 ans, ça devient lui la locomotive. C'est lui qui traîne la famille avec. C'est lui ou elle le turbo de la famille. Tout tourne autour de cet enfant-là. Et selon l'énergie, selon sa vision, selon sa personnalité, c'est là qu'on assiste à quelque chose d'assez hallucinant. T'sais. Les gens convergent vers ce jeune homme-là ou cette jeune femme-là. Puis l'exemple, tu sais, Johanna Comtois est décédée à l'âge de 14 ans. Et elle a créé, avant de mourir, une fondation qui s'appelle le Fonds Espoir. Johanna Comtois, qui est en association avec la recherche sur les cancers rares chez les enfants de l'hôpital Sainte-Justine. Donc, c'est pas banal d'une petite fille qui, avant de mourir, a créé quelque chose qui lui survit et qui fait que sa maman est la présidente, moi je suis le vice-président de cette fondation-là, et qu'ensemble, à ce jour, on a ramassé des centaines de milliers de dollars, alors que son objectif, c'était de ramasser 1000 pièces au début, puis de faire un don pour la recherche. Parce qu'elle s'est dit avant de mourir, moi je vais peut-être mourir de cette maladie-là, mais je vais pas rester les bras croisés sur mon lit d'hôpital à rien faire. J'aimerais faire en sorte que je puisse créer une fondation et qu'avec l'argent un jour qu'on va ramasser, on va sauver des enfants qui ont peut-être le même cancer que moi. Hey, t'as 13 ans puis tu penses à ça. Donc, c'est pas égoïste. C'est une pensée qui est tournée vers les autres. C'est beaucoup ça que j'ai observé. Je me suis déjà fait dire aussi que, surprenamment, les enfants, ils acceptent quand même à un moment donné, ils deviennent conscients de ce qui se passe. Puis ils l'acceptent, surtout c'est comme impressionnant pour quelqu'un qui a justement 13, 10 ans. Ouais, puis il vient un moment donné que tu ne te bats plus contre les signes que ton corps et que la vie t'envoie. Ça fait que tu t'en vas sur une pente descendante, tu sais, et que tu sens qu'il n'y a rien à faire. Alors, c'est sûr que tu dois passer par 1001 étapes. Tu dois être dans le déni, tu dois être dans la colère, tu dois être dans le refus, tu marchandes, tu négocies, whatever, puis finalement, tu réalises que c'est ça. C'est comme ça. Puis que de ne pas l'accepter, tu résistes, puis de résister, c'est plus souffrant encore que ta situation. Donc, de l'accepter fait en sorte que il s'installe parfois un camp. Il y a un lâcher-prise et que là, il y a une ouverture à autre chose. Et c'est là que des fois, tu réalises qu'il y a des enfants qui sont tellement impressionnants. Il y a un niveau de sagesse, puis il y a une phrase que j'avais entendue d'un Sacha Duplessis, qui est décédé à 19 ans. Et Sacha, c'était un bonhomme que j'avais jamais vu envoyer chier, ni sa mère, ni son père, ni le personnel de l'hôpital, puis il était un peu comme zen. L'expression est galvaudée parfois, mais lui, je le voyais, il était assez zen. Puis j'avais demandé, en 2 traitements, comment tu réussis à être aussi calme et aussi zen, puis à d'accepter ta situation, puis de ne pas envoyer chier ta mère et les personnes autour de toi, tu sais. Elle dit, écoute, pourquoi j'en voudrais à mon cancer? Pourquoi je devrais être en crise contre ma tumeur? Elle veut vivre, elle, avec. C'est juste qu'on est comme 2 mauvais colocs, qu'on ne peut pas vivre ensemble. Il y en a un qui va falloir qu'il parte. Excuse-moi, là, mais j'ai jamais entendu ça de personne. J'ai même jamais vu ça dans des livres en soins palliatifs. Et d'entendre ça de la bouche d'un gars de 19 ans, moi, je m'excuse, mais si c'est pas une leçon de vie, ça, alors moi, je me dis, si ce gars-là a été capable d'incarner ça, moi aussi, j'ai ça en moi. J'ai cette capacité de ne pas éprouver de la colère contre quelque chose qui est en train de me tuer, mais de voir que, OK, parfait, t'es là, moi aussi je suis là. Mais on va voir qui va rester en dernier, tu sais.
Moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Surtout pour quelqu'un de cet âge-là. Ben ouais. Puis t'es pas habitué d'entendre un discours de même de la bouche d'un gars ou d'une fille de 19 ans, mais il est là, tu sais. C'est un peu comme s'il faisait le processus que nous, on aurait à faire après le deuil et tout. Les étapes, c'est comme si eux les font avant. Et plus rapidement. Ouais. Mais on n'a pas vraiment le choix. Là. En condensé, ouais. Effectivement. Donc, tu sais, toutes les causes avec lesquelles moi je suis impliqué, que ce soit justement l'accompagnement avec les enfants, le défi sportif Altergo pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, et les troubles alimentaires avec l'éclaircie, le grand chemin pour les ados en thérapie, des problèmes d'addiction. Écoute, toutes les causes m'apportent de quoi? Me font grandir autrement, m'enrichissent autrement, et j'en ai besoin. Je peux pas n'en faire qu'une seule. Tu pourrais pas me dire, ben là, choisis-en une. Ben non, je peux pas. C'est comme choisir entre ton bras droit ou ta jambe gauche. Est-ce que c'est un reproche que t'as, les gens? T'es trop impliqué? J'ai déjà eu ça, puis je me dis, pourquoi qu'ils me demandent ça? Pourquoi je suis trop impliqué? Pourquoi, selon leurs critères, je suis trop impliqué? Je dis, ben ouais, mais Jean-Marie, t'es pas sur le BS, là, t'as pas de job, tu devrais concentrer ton énergie à te trouver une job, tu sais, en attendant. Je dis, et ce que je disais souvent aux gens, ils disaient, écoutez, moi, je peux pas débarquer à TVA ou à moi et compagnie avec un gun que je leur mets sur la tente puis leur dire, là, engagez-moi parce que j'ai pas d'argent. Vous avez pas le choix, là. Je ne peux pas forcer personne à m'engager parce que là, j'ai plus de job puis j'ai plus d'argent qui rentre. Alors, quand t'as cogné à plein de portes, quand t'as fait plein de téléphones, quand t'as envoyé plein de CV, quand t'as appelé ton agent 20 fois dans une semaine pour lui supplier d'avoir des jobs puis de faire en sorte que de l'argent rentre et qu'il y a personne qui répond présent, tu te dis, bon, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose. J'ai du temps. Qu'est-ce que je peux faire de ce temps-là? Ben, je l'ai offert ce temps à plein de causes. Défis sportifs, le camp, le grand chemin, la Fondation de Mathieu Ricard, Johanna Comtois, Maison de l'Éclaircie. Alors, j'ai offert ce que j'avais de plus précieux, ce que tu n'as pas quand tu es millionnaire, c'est du temps. Ouais. Alors, moi, j'ai offert ce temps-là. Ça fait 20 ans que je fais ça. Donc, j'ai beau avoir pas eu beaucoup d'argent pendant tout ce temps-là, mais j'ai été riche de plein d'enseignements, de plein de rencontres, de plein d'expériences, et que ça, aujourd'hui, ça me sert. C'est drôle, hein? Ça me sert dans tout ce que je fais. C'est drôle que tu dis ça, parce que je pense que la plupart du monde, ce qu'ils doivent dire, c'est que Jean-Marie est moyen de faire ça, et de l'argent. Ouais. C'est ça, là. Et non, trouve pas le job. Il y a bien du temps, là, c'est vrai. C'est ça. Il y a le temps de faire ça, lui, il y a de l'argent, pas de problème avec ça. C'est pas, ce que je comprends, c'est que c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment, tu le fais parce que t'as un besoin profond de faire ça, puis ça t'apporte beaucoup. Ben, je me suis pas levé en me disant, ben là, je vais faire du bénévolat parce que j'ai pas de job. Non, j'avais un élan d'en faire du bénévolat. Parallèlement à ça, j'avais de moins en moins de job, donc j'avais encore plus de temps. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais peut-être que Jean-Marie s'envoie un drôle de message, parce que effectivement, tout ce que tu viens de dire, les gens se sont peut-être dit, ben, pas pour engager Jean-Marie, de toute façon, il est bien trop occupé dans son bénévolat, il a pas besoin d'argent, il fait tout ça. Parce que beaucoup de gens me disaient, mais comment tu faisais pour vivre dans le temps? Ben, c'est ça. Je vivais avec 10 à 15 000 $ par année, avec des prêts, avec une marge de crédit, avec des amis qui m'ont fronté de l'argent. Et j'ai fait ça pendant les 10 dernières années. Ce n'est que jusqu'à tout récemment où j'ai pu rembourser mes dettes. Là. Ça fait juste 2 ans que j'ai commencé à faire de l'argent. Donc, ironiquement, et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant envers moi et compagnie TVA et Face à la rue, c'est que un sujet comme l'itinérance m'a peut-être empêché d'y aller. C'est paradoxal, mais si moi, je fais faillite, si moi, je perds tout, si moi, je me désorganise, si moi, je retombe dans la consommation, parce que ça fait 10 ans que j'ai arrêté de consommer, si moi, je recommence là, à m'auto-détruire, excuse, là, mais c'est les histoires que je rencontre là, dans la rue. C'est ça. Donc, j'aurais peut-être été pas du tout épargné, puis c'est ça que j'aurais connu. Et finalement, c'est eux autres qui m'ont peut-être sauvé. C'est capoté. Wow. C'est capoté. Donc, faut jamais oublier ça. Est-ce que tout le monde qui connaît cette partie-là de toi? Parce que moi, ben, à part le monde proche de toi, mais la vraie histoire de Jean-Marie Lapointe qui a tout fait en télévision, qui aurait pu avoir un coussin d'argent, pas besoin de travailler non plus. C'est pour ça que le monde pense ça. T'as tellement été impliqué. Jean-Marie a de l'argent de côté, là. Il peut faire du bénévolat. Puis et puis en plus, t'es le fils de Jean Lapointe. Dans la perception des gens, Jean Lapointe est multimillionnaire, tu sais. Alors que c'est pas du tout ça. Écoute, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais moi, quand j'ai le micro qui m'est tendu puis qu'on me pose cette question-là, j'hésite jamais à en parler.
Jamais. Je n'ai pas de malaise à parler d'argent. Je n'ai pas de malaise à parler de la non-argent puis de l'absence d'argent. Moi, je m'en fous. Je veux dire, j'aime autant mieux à être vrai puis de dire, regardez, gang, là, c'est ça. Je veux dire, là, ça va bien, je fais des sous, je vis bien, mais pendant 10-12 ans, c'était pas ça. T'sais, je n'ai pas de honte à le dire parce que c'est important de le faire. Faut dédramatiser les choses puis faut aussi... Tu sais, des fois, on parle que c'est tabou de l'argent. On est capable de parler de sexe, si on peut parler de l'argent aussi. Là. Ouais. Donc, et de m'identifier à quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup puis qui n'a arraché, ben oui, je suis correct de le faire. Parce qu'en même temps, là, dès que tu passes à la télé, dès que tu as un Gémeaux dans tes mains, dès que tu es beau, que tu es cute puis que tu portes du KSL, dès que on te voit sous les feux de la rampe puis que tu flashes, les gens te mettent sur un piédestal puis te considèrent comme un surhumain, comme quelqu'un d'inatteignable. C'est pas ça, là. Non. Moi, je vais dire les vraies affaires. Moi, je vais vous dire que c'est pas toujours ça, c'est pas toujours rose. Et j'ai eu une période de noirceur, je m'en suis sorti, mais il était minuit moins une, tu sais. Alors, j'ai pas de honte à le dire. Puis au contraire, moi, je pense qu'on s'identifie beaucoup plus à une personne comme ça que quelqu'un qui a gagné l'Automax 60 millions. Ça, c'est rare, ça. Les multimillionnaires, là, c'est inatteignable. Ça, ces gens-là. Mais moi, j'aime mieux m'identifier à un gars comme nous autres. Un gars qui est terre à terre. Vous avez une famille, vous faites vos affaires, vous avez du fun. Tu sais, vous êtes heureux, vous avez été en santé, mais en même temps, tu l'as pas eu gratis. Tu as travaillé pour ça, ben c'est ça. Moi aussi, je travaille pour ça présentement. Mais je reste humble, puis je reste conscient que ça reste fragile. Ça peut basculer. Moi, tantôt, quand je pensais à toi avant que tu arrives, je suis sûr, ça se peut pas que tu t'aies jamais fait dire ça, que t'es la mère Teresa du Québec. Oui, right? Ça sort des fois. T'es le père Teresa du Québec, selon moi. Là, on dit, Jean-Marie, t'as gagné un prix pour ton implication. Est-ce que Jean-Marie, quand de recevoir ça, il y a un malaise quand tu reçois ça? Ah non, au contraire. C'est une dose d'amour, c'est une tonne d'amour. Écoute, j'ai tellement souffert. J'ai tellement été dans la noirceur, j'ai tellement été dans le doute. J'ai tellement été dans la dépression, puis la non-confiance, puis la non-estime de moi, que là, je reçois ça, puis je dis « Wow! » Alors, ce que je crois comprendre maintenant de ça, tu reçois un prix Gémeaux, oui, c'est face à la rue, oui, c'est un sujet hallucinant, mais c'est aussi les causes. C'est tout ce que je représente, j'ai l'impression, dans l'esprit, dans l'imaginaire des gens. C'est un gars qui s'est impliqué, c'est un gars qui accompagne ici, c'est un gars qui donne de son temps. C'est ça aussi, je pense, qu'on applaudit. Alors, c'est aussi cette reconnaissance silencieuse-là pour laquelle j'ai jamais attendu. J'ai jamais attendu ces applaudissements-là. Tu sais, de recevoir un prix du gouverneur pour le bénévolat, de recevoir un prix Gémeaux, je ne fais pas le métier ou le bénévolat pour recevoir des prix. Je suis déjà enrichi de l'expérience du don de soi, de par les rencontres. Et face à la rue, qu'on ait des prix Gémeaux ou pas, la richesse du bonheur que nous éprouvons, toute l'équipe et moi, en faisant ce projet-là, ça va au-delà des critiques, ça va au-delà des Gémeaux. Donc, nous sommes déjà gagnants. Gagnants et enrichis de toute l'expérience, mais en plus, on te donne un Gémeaux. En plus, on dit que tu as des codes d'écoute hallucinants. En plus, qu'on a un mouvement de société qui est en train de se placer et qui fait que les gens qui sont dans la rue, on les aime plus qu'avant. Ou qu'on les juge moins. Ou on les juge moins, tu sais. Donc, tout ça fait en sorte que, oui, je suis capable de le recevoir. Puis, tu sais, moi, je collectionne des citations, hein. Puis, il y en a une qui dit, dans la vie, pour être heureux, il faut que tu te promènes avec 2 sacs. Un pour donner, ce qui est facile à faire, puis l'autre pour recevoir, ce qui est pas toujours facile. Donc, d'être capable de recevoir autant que tu es capable de donner, c'est ce qui t'amène l'équilibre. C'est ce qui t'amène à être vulnérable. C'est ce qui t'amène à être merci. C'est le fun. Merci. Merci du bien que vous me faites. Merci du cadeau que vous me donnez. Ça, c'est important de le recevoir puis de montrer que tu es touché. Puis de faire plaisir à l'autre en faisant ça. Parce que ça fait, tu sais, quand tu fais un cadeau, là, ça fait du bien donner, hein. Mais ça fait du bien de voir que l'autre l'apprécie aussi. Ouais. C'est un art apprendre à accepter à recevoir. Ouais. Il y a du monde comme possiblement toi qui a recevoir de l'aide ou quelque chose dans la vie. Il a fallu que tu apprennes à faire ça. Ouais. Right? Ouais, mais quand t'as un genou à terre, t'es sur le bord de faire faillite, là, pis que là, tu vois que ta marge de crédit est ici, t'es sur le bord de te faire saisir, là, t'as pas peur de demander de l'aide. Alors, les gars dans la rue qu'on a rencontrés, là, qui ont les 2 genoux à terre, là, on leur demande, avez-vous besoin d'aide? Ben oui. Hey, fuck les goûts. Ils en ont plus des goûts, là. Ben, c'est un peu comme, pour Katie aussi, là, tu sais, ça leur dérange pas. Tu sais, je pense que t'as tellement tout perdu. Tu t'es tellement
J'ai tellement ramassé à terre, tu sais. Je dis souvent cette phrase-là, ça a l'air un peu galvaudé, une phrase toute faite, mais tu sais, t'as tellement tout perdu que t'as plus rien à perdre. Et c'est pour ça que les gens, quand ils se livrent à nous, là, n'ont plus rien à perdre. Regarde. Si ma merde peut servir à quelqu'un d'autre, si mon histoire d'horreur peut servir à quelqu'un d'autre, puis peut-être l'éviter qui se ramasse dans la rue, j'aurais pas souffert pour rien. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. Cette espèce d'élan de générosité, de dire, regarde, je suis pas fier d'être là où je suis rendu. Par contre, est-ce que mon histoire, mon partage va pouvoir servir quelqu'un d'autre? Puis il doit quand même avoir des histoires incroyables. Là, C'est juste de ça. C'est justement... C'est juste des histoires extraordinaires. Mais ce sont toutes des histoires qui existent pour tout le monde, mais qui se donnent la peine de les entendre puis d'aller à leur rencontre. Les gens n'y vont pas par peur, par inconfort, par pudeur. Ils savent pas comment les approcher. Il y en a des fois qui sont repoussants dans leur comportement, dans leur façon d'être habillés, dans leur odeur aussi. T'es dans la rue, c'est une couple de jours que tu t'es pas lavé, tu manges pas comme il faut. C'est sûr que c'est pas invitant, tu sais. T'es pas dans une pub de Victoria's Secret, là, tu sais. T'es ailleurs. Mais faut aller au-delà du regard, faut aller au-delà de l'image. Et c'est souvent ça, les petits diamants bruts qui se cachent derrière l'enveloppe plus repoussante. Ben, prive-toi pas d'aller à cette rencontre-là. Quand je lisais sur toi, Jean-Marie, l'autre chose qui m'a frappé, c'est que tu as pas mal tout vécu. Hein? On parle de dépression, de consommation, d'anorexie, de tout le spectre qui frôlait ces troubles du comportement-là. Faut vivre beaucoup de souffrance pour comprendre la souffrance des autres. Ouais. Moi, je pense que la souffrance, c'est ce qui façonne ton cœur et que c'est un enseignant très puissant. La mort, le deuil, la souffrance, l'absence, la pauvreté, le doute, les idées noires, la dépression, les tentatives de suicide, tout ça a le potentiel de te faire ouvrir le cœur et de te rendre encore plus humain. Alors, quand tantôt je te disais, je ne sais plus si c'est Steph ou toi qui posait la question, mais moi, je me sers de tout ce vécu-là pour rencontrer la souffrance dans la rue parce que c'est ça leur histoire. C'est la dépression, c'est le mépris, c'est les tentatives de suicide, c'est l'addiction, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Ben, c'est tout ce que j'ai vécu, c'est tout ce qui est en moi. Et je le mets au service de l'autre. Je le mets au service d'une caméra. Je le mets au service de la personne que je rencontre. Et je me sers de ces outils-là. Je suis mon propre outil de travail, mon vécu. Et ça, cette vulnérabilité-là humaine que j'ai, que nous avons tous, c'est ce que je reconnais dans chaque être humain. Nous sommes tous vulnérables. Tu viens au monde, t'es vulnérable. Tu meurs, t'es vulnérable. Le problème, c'est de penser qu'entre les deux, t'es pas vulnérable. Tu l'es en crise vulnérable tout le long de ta vie, mais des fois, on l'oublie. Des fois, on joue les Superman, on joue dans le côté un petit peu plus tough, un peu fort, intimidant. Regarde ma belle Porsche, regarde ma belle moto, regarde ma belle grosse maison, regarde comment je suis hot. Mais ça, c'est quelque chose qu'on développe à l'âge adulte. Ben oui, généralement. Pourquoi? Par peur. Quand t'as pas peur de qui tu es, de t'assumer complètement, que tu sois hétéro, homo, bi, whatever, quand t'as pas peur de n'importe quelle question qu'on va te poser, tu sais, peu importe avec qui tu vas être, tu sais, tu t'affirmes, tu t'assumes, puis c'est ça qui est hot. Moi, c'est ce qui m'inspire. Les gens qui ils sont, sans filtre, sans négociation. What you see is what you get. Moi, j'aime ça. Pas de filtre. Et ça, t'as ça avec les personnes qui ont des handicaps. T'as ça avec les gars dans la rue. T'as ça quand t'es en fin de vie. No bullshit. Pas de temps à perdre. Wow. Ben ça, ces gens-là m'inspirent, me transforment à être comme eux. Et c'est ce que j'essaie de faire et d'enseigner à mon tour après. T'sais. On aime ça des gens qui sont vrais. Hey, t'imagines-tu le politicien ou la politicienne qui serait vrai, intègre, franc, droit, et en plus qui ne veut pas ce job-là? Moi, je vais voter pour le gars qui veut pas être premier ministre. Moi, je vais voter pour lui. Parce qu'il veut pas la job, mais parce que nous, on voit que hey, c'est toi qu'on veut, là. C'est pourquoi? Parce que t'es vrai, parce que t'es hot, t'es un bon gars, t'as un bon cœur, t'as des enfants, tu vas comprendre notre société, c'est moi, je veux. Moi, je te veux comme premier ministre. Toi, tu dis, ben non, je la veux pas, ce job-là. Ben, c'est peut-être justement parce que t'as veux pas que tu vas peut-être faire une crise de bel job, tu sais. Ouais. Parce que c'est pas l'ego qui drive le show. Là, tu vas peut-être réaliser que finalement, ouais, ils ont peut-être raison. OK, moi, je vais m'essayer. On commence par 1 an. Après ça, si ça va bien, on continue. Ben, moi, des politiciens, des politiciennes de même, j'en veux plus. J'en veux plus. Lincoln était reconnu pour ça aux États-Unis. C'est vrai? Ouais, Lincoln était un président qui était complètement autre chose. T'sais, puis tout le monde disait, écoute, tu peux pas être président, ce gars-là. Puis finalement, c'était l'un des meilleurs présidents qu'il y a eu. C'est extraordinaire.
Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le mythe du super-héros quelque part, tu sais. C'est comme le super-héros qui refuse son super-pouvoir. Il veut pas. Il ne se sent pas à la hauteur du pouvoir qui lui a été donné. C'est fun. L'humilité du super-héros. Tu sais, Jésus-Christ, dans la traversée du désert, à un moment donné, il ne voulait plus ce job-là. Il y en a plein de ces gens-là qui ont changé l'humanité, qui ne voulaient pas ce job-là, puis qui l'ont fait finalement. Puis qui ont décidé, bon, ben c'est parfait. Si c'est ça ma vie, si c'est ça mon karma, ben on y va. So be it, tu sais. La vie d'un enfant, Jean-Marie Lapointe était comment comme enfant? Parce que tu as vécu beaucoup de souffrances, tu as perdu ta mère assez jeune, mais pour que tu t'apprennes à dealer avec toutes ces souffrances-là, ça se passait comment la vie quand tu étais jeune? Ben, j'ai eu des parents qui m'ont aimé. J'ai eu un père plus grand que nature. J'ai eu des bons amis. J'ai eu comme tout enfant, des traumatismes, puis j'ai eu des périodes plus creuses et plus sombres puis je pense que j'ai des petites fragilités au niveau de l'anxiété, au niveau de la confiance et tout ça. Tu sais, j'ai le rejet facile, puis j'ai le manque de confiance facile. Donc, ce qui fait que de faire du kayak de vitesse, de faire de la moto, de faire du parachutisme, de faire plein de choses pour me redonner de la confiance, puis de me dire, t'es capable, tu vois, t'es capable, de me donner des challenges, me construit encore aujourd'hui, puis j'ai besoin de ça, puis je pense que je vais mourir avec. Ouais, tout le monde est comme ça, avec ça. Ouais. On a besoin de ces challenges-là, tu sais. Ouais, tu sais, j'avais la réflexion quand t'arrêtes jamais vraiment d'apprendre puis d'évoluer, hein. Tu sais, fait que tu vois, tu ton lit de mort, tu dis, écoute, j'ai pas tout à fait fini, mais en tout cas, on va finir ça là pour aujourd'hui. C'est ça. Pas le choix. Exactement. Puis faire en sorte d'étirer la leçon le plus longtemps possible, tu sais. Mais comment je peux répondre à ta question? C'était quoi mon enfance? Tu sais, j'ai grandi avec des chiens, des sœurs, un père aimant, une mère aimante, mais moins affectueuse que mon père. Étrangement, mon père, j'ai bien plus vu mon père pleurer que ma mère pleurer. Tu sais. Alors, ma mère, c'était une colonne vertébrale droite, c'était une femme fière, c'est une femme solide, et elle est décédée malheureusement à 49 ans, tu sais, d'alcoolisme aussi, puis ça aussi, ça a été tough, ça a été tough d'assister de façon impuissante à la mort d'un proche parce que le beau avoir été présent, d'avoir essayé toutes sortes de choses, de l'avoir amené en thérapie. Nous-mêmes, on l'a fait des thérapies à cause de l'alcool de ma mère. Ça n'a pas marché. Mais mon enfance, c'est drôle. Il y a beaucoup de souvenirs quand je pense à mon enfance. Il y a une espèce de peur, d'angoisse, peur de perdre ton père. Il va se passer quelque chose. Il va se passer de quoi, tu sais. On a été comme programmé avec ça, avec l'alcoolisme dans la famille. Je pourrais pas faire la généralisation avec mes sœurs, mais pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y avait une espèce de forme d'anxiété et de peur. Donc, le petit garçon fragile, le petit garçon qui a besoin d'être sécurisé, le petit garçon qui a besoin d'être aimé. Et ça me suit encore, sauf que j'en prends soin. Je reconnais ces petits moments d'insécurité-là ou d'angoisse, mais je les écoute, je les reçois, tu sais, je leur parle, tu sais. Puis je me soigne comme ça, tu sais. Puis on dirait que, tu sais, je le disais tantôt, c'est toute cette histoire-là qui m'accompagne aujourd'hui, qui fait de moi un être, on dit plus fort, mais encore non plus affirmé. Je suis pas plus fort, je suis plus courageux peut-être, puis je suis plus en confiance, tu sais. Et que ces fragilités-là sont devenues des forces. C'est devenu des clés qui me permettent de rentrer en relation avec les gens, tu sais. Alors, je dis merci à toutes ces zones d'ombre-là depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui parce que ça me définit et c'est surtout ce qui me permet d'entrer en relation avec tout le monde, ou le plus de monde possible. J'aime ça ce que tu viens de dire, hein, parce que tu as dit « je suis pas plus fort, je suis juste plus courageux ». C'est vrai, hein, parce que dans la vie, tu viens pas plus fort, tu viens juste plus courageux face aux épreuves que tu vas vivre. Puis quand tu dis comme ça, c'est... Ben oui, puis... Tu sais, Viktor Frankl qui a survécu au camp de concentration. C'est quoi son livre? Man's Searching for Meaning. C'est ça. et lui qui a perdu la quasi-totalité de tous les membres de sa famille dans les camps d'extermination, il avait dit « L'homme peut survivre toutes les souffrances pourvu que tu y trouves un sens. Donc, quand tu as trouvé un sens à la mort de ta mère, à ta faillite, à ton petit enfant handicapé, à des problèmes X, quand tu as trouvé un sens à tout ça, ça t'habite et ça devient une force. Ça devient quelque chose qui peut changer le cours de ta vie et celle des autres aussi. Puis ne le garde pas juste pour toi. Partage-le. C'est pour ça que j'aime faire des conférences, c'est pour ça que j'ai écrit des livres. J'étais pas destiné à écrire des livres, mais pas pantoute. Je suis pas un gars écrivain. J'aime pas ça, moi, m'installer puis d'écrire. C'est trop d'énergie pour moi, pour un gars qui aime bouger, qui aime s'entraîner, qui aime faire des activités. Mais
Puis pourtant, je suis un gars qui médite à tous les jours, je suis un gars qui aime la contemplation, qui vit dans le silence, mais l'exercice que ça demande pour... Ah, c'est quoi mon idée, là? C'est, faut que j'écrive ça. Ah, tu sais que c'est tough. Ça fait 4 livres que je fais. Tu sais, trouver l'erreur. C'est bizarre. Je suis même. Je suis un beau paradoxe sur 2 pattes. Écoute, on a une partie de notre émission, c'est nouveau. C'est le deuxième invité avec qui on fait ça. On veut faire une version junior pour les machines. Parce qu'on trouve que c'est important aussi que les enfants soient inspirés. Si tu étais devant un groupe d'enfants ici présentement, puis ces enfants-là vont dire, écoute, des fois, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Okay. Qu'est-ce que tu as à dire à des enfants pour qu'ils voient ça en perspective, les petites souffrances qu'ils peuvent avoir, puis pour pas qu'ils les amènent trop longtemps dans l'âge adulte? OK. D'en parler. Ce que tu n'exprimes, c'est ça. Ce que tu n'exprimes pas, tu l'imprimes. Donc, c'est important de nommer les choses. Quand on fait face à une situation qui nous fait peur, qu'on n'aime pas, il y a quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui nous a blessés, il faut le dire, il faut le nommer. Tu dois pas traîner ça en toi. Tu dois exprimer et tu dois trouver une façon de le dire et de trouver une façon de trouver une personne. Trouve une personne à qui tu peux parler de ce qui te rend triste, ce qui te fait de la peine. Et ça se trouve facilement. Ça peut être un ami, ça peut être un professeur, ça peut être un parent, ça peut être un oncle, ça peut être un cousin. Mais c'est important de ne pas garder en soi cette souffrance-là. Parce que, tu sais, les petites souffrances du passé peuvent devenir immenses avec les années. Puis je pense que si on apprend à nos enfants d'exprimer puis de s'affirmer, ça va changer beaucoup de choses. C'est un des premiers conseils. Et je l'ai fait, mais pas assez quand j'étais plus jeune. Et ça, c'est important. Moi, c'est la première chose à laquelle je pense. Est-ce que c'est normal pour les enfants d'avoir des journées plus difficiles, des souffrances? On en a tous. On en a tous, tu sais. Puis, tu sais, plus jeune, moi, quand je ressentais quelque chose qui me faisait de la peine, qui m'angoissait, qui me faisait donner envie de pleurer, whatever, puis que j'avais appris à pas exprimer mes émotions parce qu'un petit garçon, ça pleure pas. C'était à l'époque, on éduquait nos garçons comme ça. Ça fait en sorte que tu apprends à mettre un bouchon sur tes émotions, puis à un moment donné, ben, ça va sortir, puis ça va sortir, puis ça va exploser. Hein? Donc, d'avoir appris à, un peu comme dans une automobile, tu as un tableau de bord, tu as des lumières rouges qui allument de temps en temps, check engine, check oil, check... Ben, si tu n'écoutes pas les signaux que ta voiture t'envoie, elle va peut-être te ramasser dans le champ, tu vas tomber en panne, puis tu n'avanceras plus. C'est la même chose avec tes émotions. Tes émotions t'envoient plein de signaux. Que ce soit de la colère, que ce soit de la peur, que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'angoisse, que ce soit de la grosse peine. Ça, ces signaux-là, c'est signe qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, tu dois écouter ça. C'est normal. On en a de notre naissance jusqu'à notre mort. On n'en a pas juste à l'âge adulte. Donc, c'est normal. Premièrement, t'es pas bizarre, t'es pas anormal. C'est normal de ressentir ça. Puis, aussitôt que tu ressens ça, ben, il faut les exprimer. Puis une fois que tu les auras exprimés, là, on peut creuser. Bon, pourquoi tu as de la peine? Pourquoi tu as de la colère? Première chose, tu les exprimes. Ça, c'est la première affaire. Tu as de la peine, pleure. T'as toutes sortes d'émotions, exprime-les. Puis après ça, avec une personne, tu peux peut-être essayer de comprendre, mais pourquoi j'ai de la peine? Pourquoi j'ai de la colère? Pourquoi je me sens insécure? Pourquoi j'ai de la jalousie avec ma sœur, tu sais? Ça se nomme, ces choses-là, tu sais. On n'est pas gêné de rire, mais pourquoi on serait gêné d'avoir des émotions plates? Comme de la tristesse ou de la colère. Ben non, c'est des émotions. Ça fait juste passer comme un nuage dans le ciel, tu sais. Puis souvent, on voit beaucoup d'adultes qui traînent ça. C'est quel invité qui avait dit que à l'âge adulte, elle avait reparlé à son père d'une affaire banale là, quand elle était enfant? C'était qui donc qui parlait de ça? Bref, elle avait... C'était pas grand-chose. Puis ça y a pris, elle avait quoi? C'était qui? C'était Hélène Dumais. Exact. Puis elle a finalement reparlé à son père de ça, que ça l'avait dérangé. Puis il dit, ouais. Puis, tu sais, comme... ouais, exactement. Fait que des fois aussi, c'est la perception qu'un enfant peut avoir par rapport à une réaction d'un adulte que, dans le fond, ça avait... il aurait pu juste en parler. Exact. Puis il en aurait parlé sur ce moment-là, puis elle aurait pas eu cette discussion-là avec son père 20 ans plus tard. C'est drôle, hein? Ouais. Il dit souvent un moment qui va durer 1 minute, va te traîner pendant 30 ans en psychothérapie. Ah, c'est drôle. Hein? Je lisais un livre audio qui s'appelait Moving Forward. OK. Puis que le gars, c'est exactement ce qu'il disait. Puis il expliquait à une fille qui se présentait en thérapie, puis qui est là, elle dit, ça fait 30 ans que je suis le même. Il dit, ça a duré combien de temps, cet événement-là? Ben, il dit, ça a duré 1 minute.
Ben, ça fait 30 ans que tu ruines ta vie avec cette minute-là. T'sais. Que tu repenses à cette... Fait que, puis je trouve ça intéressant. C'est un gars qui est no bullshit. Il en parle, c'est le même. J'aime ça. Ouais. Ou de l'autre côté, tu vas avoir des adultes qui vont dire « Ah, ben c'est normal que je suis comme ça, j'ai eu une enfance difficile et tout. Ouais. » Mais tu sais, ça... Il justifie. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a des gens aussi qui veulent pas lâcher le traumatisme. Ouais. Parce qu'ils se sont tellement identifiés à ça, Ah, qu'ils sont exact. devenus ça. Alors que non, t'es pas un cancéreux. Non, t'es pas un anorexique. Non, t'es pas un toxicomane. T'as un problème de toxicomanie. T'as un problème avec C'est pas la même chose. Écoute, Non. tu dis ça, va écouter le show de Darren Brown qui s'appelle Miracle sur Netflix. T'écoutes-tu Netflix? Non, mais ça se trouve, ça. Écoute, le gars, c'est un illusionniste. Ouais. Puis ce qu'il fait, il est allé étudier ce qu'ils font les preachers aux États-Unis pour voir comment ils font de la guérison. OK. Qui est ce qui est psychosomatique, dans le fond. Si on s'entend, le monde, ils se mettent à guérir, puis le show est débile, parce que là, il guérit du monde. Il fait venir du monde partout on stage, puis là, il guérit tout ce qu'ils ont. Puis à la fin du show, il dit, le gros problème, c'est toutes les histoires que vous racontez. Ouais. Parce qu'il dit là, vous êtes tous guéris, ici aujourd'hui, de ce que vous avez. C'est grâce à vous, c'est pas à cause du bon Dieu, là. C'est pas à cause de moi non plus. C'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous autres. Fait que la finalité est débile. Darren Brown? Ouais, il s'appelle Miracle. Ouais. Hey, c'est hot, ça? Ouais, va voir ça, c'est comme débile. Wow. Ouais, c'est vraiment... Avec ça, on peut-tu marcher sur nous? Écoute, tu sais quoi, il fait lever un gars. Il fait lever un gars devant la foule. Puis le gars, il est sûr qu'il est en lévitation. Tout le monde, c'est débile mental. Je te dis, va voir. Wow. Comment t'écris ça, Darren Brown? D-A-R-R-E-N, Brown. OK, parfait. Puis, Miracle. mais tu peux pas... Miracle, OK. Écoute, c'est vraiment fou. Là. Puis il y a d'autres, tu vas voir, ces autres shows. Il y en a un qui s'appelle The Push, puis il y en a un autre qui s'appelle autre chose, mais il conditionne quelqu'un à donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Le gars sait pas qu'est-ce qui va se passer. Fait que dans le fond, il fait tout un training, puis il dit c'est beau, tu peux retourner chez vous. Puis une couple de mois plus tard, il le met dans un contexte qui est stagé, qui doit sauver la vie de quelqu'un, un immigrant. Le gars il est raciste, puis il prend une balle pour lui. C'est ça le show. Hein? Ouais, mais c'est tout stagé. Puis après, il réalise le que... gars, il se débarque, il dit écoute, il n'y a rien qui s'est passé finalement, c'était tout stagé. Ça montre un peu le pouvoir du mental. Ouais, Ah, exactement. c'est hot, ça! Ouais. Il prend une balle, carrément, là. Ouais. C'est parce que dans le show, ils mettent, dans le setup, ils mettent une veste sur le dos, quelqu'un lui donne une veste, il dit viens avec nous autres. Puis là, il sort dans un endroit où il doit prendre, justement, il doit s'interposer devant pour protéger un gars. Parce qu'il dit non, tire pas. Là, c'est là qu'il prend. Ben, voyons donc. Il est un petit peu comme hypnotisé, programmé. Il est programmé. OK. Ouais. Ah, c'est fort, ça. Fait que ça montre comme comment que tout le monde veut pas être programmé. Tout le monde vit leurs histoires. Ouais. Tout le monde a une histoire avec laquelle ils vivent, puis c'est ça leur réalité, puis c'est ça leur histoire. Puis ça qu'ils disent, il dit, votre histoire est beaucoup trop forte, parce que c'est pas votre histoire. Puis on doute pas assez de nos histoires. On n'est pas sceptique par rapport à nos histoires. Moi, c'est ça qui m'est arrivé, puis c'est le même. On y croit tellement. Mais on n'est pas sceptique par rapport. C'est peut-être pas ça mon histoire. Ah non. Moi, j'ai un écriteau sur ma porte, là. C'est écrit « Don't believe everything you think ». Exact. C'est tellement niaiseux, mais Ouais. tu sais, les histoires que tu te racontes, tu finis tellement par y croire. Mais non, crois-y pas. Tu sais, c'est pas vrai que tout ce qui se passe là, c'est vrai. Par contre, ce que j'ai appris, c'est ce que je ressens, par contre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Ce que je ressens. Ça, c'est important, tu sais. Ça, pour moi, là, ça s'est rendu que c'est non négociable. Ça devient mon baromètre, ça devient ma boussole. C'est comme ça que je construis ma vie et que je la dirige. Une autre belle phrase, j'aime ça, moi, les citations qu'il a dit. Parker Palmer, il a dit, c'est pas important ce que je veux faire dans la vie, mais plutôt d'écouter ce que la vie veut faire en moi. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce qui est en train de se manifester ici? Ben, écoute ça. C'est fun, intéressant. hein? Ouais. Aurais-tu aimé, ben là, je suis un éternel optimiste, moi. Je parle pas au Parfait. passé. Moi aussi, c'est bon. T'aurais-tu aimé ou t'aimerais-tu ça? Avoir des enfants. Oui. Oui. Le pire, c'est que j'ai 53 ans, puis dans ma tête, quand tantôt, en début d'entrevue, je vous ai dit, bon, qu'est-ce que je veux faire quand Je vais être grand, ouais. C'est encore dans ma vie, ça, dans ma tête, tu sais. Et pour ce qui est d'avoir des enfants, j'ai passé proche à quelques reprises. J'ai été dans des relations où il y avait un petit bébé qui était dans les projets ou qui était en développement, puis ça s'est pas concrétisé. Tu sais, dans ma perception, vouloir un enfant et avoir un enfant, ça dépend pas juste de toi. Ça dépend aussi d'être en couple, de vouloir adopter, d'avoir les causes et les conditions parfaites pour avoir un enfant. Puis pendant 10 ans, j'ai eu de la misère à être autonome. J'ai eu de la misère à me subvenir à moi.
comment veux-tu que je mette un enfant au monde alors que je suis sur le bord de faire faillite et d'être en état de survie financière? Pour moi, dans ma tête, c'était pas un bon timing d'avoir un enfant à ce moment-là. Et j'étais célibataire ou en couple, peu importe. Alors, de vouloir un enfant puis d'en avoir un, des fois, c'est deux choses. Il faut qu'il y ait quand même les causes et les conditions qui soient réunies pour que tu aies un enfant. Et je contrôlais pas tout ça. Donc, un peu comme le travail, j'ai du temps, j'ai de l'énergie, j'ai fait des belles expériences, je me suis pas planté à la télé, je devrais avoir de la job, mais non, la job n'est pas. Mais j'avais un élan, j'avais envie de donner. Et avoir un enfant, c'est du don de soi. Hein? C'est peut-être le don de soi ultime, tu sais. Alors, si moi, j'ai pas mes enfants, si moi, j'ai pas de job, ben, je suis allé vers des causes qui pouvaient me donner un sentiment de redonner. De redonner et d'avoir quelque chose de significatif et de positif et d'enrichissant et de meaningful, tu sais. Donc, je suis allé avec le camp, je suis allé avec le défi sportif et toutes les causes avec lesquelles j'étais impliqué pour la plus grande majorité, c'était avec des enfants, des adolescents. Donc, à défaut d'avoir les miens, il y en avait plein autour de moi. Et quand je regarde les modèles qui m'ont inspiré, les Mères Teresa, les Mathieu Ricard, les Dalai Lama, c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont eu une vie tellement pleine d'amour et de sens que je me dis, bon, avoir une vie sans enfant, ça veut pas dire que c'est un échec. Avoir une vie avec enfant, ça veut pas dire que c'est du bonheur assuré non plus. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour être le maximum heureux présentement avec ou sans enfant? Parce que je peux pas tout contrôler. Donc, je suis allé vers le bénévolat et ça m'a enrichi. Peut-être que je ne connaîtrai jamais la joie profonde d'avoir un enfant. Puis peut-être que oui, sur le tard, on sait jamais. Sauf qu'à l'âge que j'ai, les chances que je rencontre une femme de 22 ans qui veut des enfants puis elle se match avec un gars de 30 ans plus qu'elle, c'est rare. Puis je suis pas sûr que ça me tenterait nécessairement. J'ai plus de chances de rencontrer une femme qui a déjà ses enfants, mais avec qui je vais peut-être devenir un père substitut ou je vais peut-être une autre figure supplémentaire paternelle. Ça me convient ça aussi. Mais si j'en ai pas, ben écoute, j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis si j'en ai, ben je vais avoir besoin d'aide de personnes comme vous autres qui ont de l'expérience. Ben, en tout cas, si c'est ton désir un jour, c'est passionnant. Ben oui, ça doit, hein. De toute façon, tu le vis en parallèle avec un paquet d'enfants qui t'ont accompagné. Fait que tu vois c'est quoi un rôle significatif dans la vie d'un enfant. Oui. Mais c'est une belle aventure. Ben ça doit être une belle aventure. Puis que je me dis, moi, je fais confiance aussi à la vie. Je veux dire, si c'est ça qui m'attend, ben regarde, comme Krishnamurti qui avait dit, tu sais, I don't mind what happens. C'est ça le secret de son bonheur. Je m'en fous ce qui arrive. Tu sais, je suis ouvert à ce qui s'en vient. I'm open to what comes next. Essayons d'être ouverts avec ce qui s'en vient et à tout ce qui s'en vient. Bon. Jean-Marie, c'est fini? Ça approche la fin, mais non, avant, il faut absolument que tu fasses, parce que là, on l'a dit tantôt, mais Chuck était... Est-ce que tu faisais le salut des 100 watts quand tu faisais l'émission? Toi? Non, ça c'était Marc-André. Parce que... je sais que c'est... Non, parce que Marc-André Coallier a animé les 100 watts pendant au moins 6 ans. Puis moi, j'ai fait la dernière saison des 100 watts. J'aurais aimé ça poursuivre, mais malheureusement, ça l'a fait qu'une seule année. Donc, il y avait des 100 watts, puis en même temps, il y avait plus de 100 watts. Donc, c'était comme un entre les deux. Alors, c'est clair qu'il y avait beaucoup de comparaisons avec Marc-André. Pas juste Jean-Marie et Marc-André, mais la formule de l'émission. Sauf que il y avait des choses tellement hautes. Moi, j'ai trippé, moi, dans les 100 watts. Puis, tu sais, je commençais ma carrière d'animateur. Tu sais, alors, j'ai découvert un paquet d'affaires. J'ai eu du fun à faire ça. C'était une belle expérience. Puis, à ce moment-là, ça s'appelait Radio-Québec. C'était la chaîne spécialisée des émissions pour enfants. Donc, tu sais, t'embarques là-dedans, là, puis t'es dans les chaussures de Marc-André, mais aussi dans la locomotive des émissions pour enfants, les 100 watts. C'était un rêve, là, de faire ça. Donc, moi, c'était une maudite belle expérience. Ça a été trop court, malheureusement, mais c'était une maudite belle expérience. Mais non, j'ai pas la poignée de main. On aurait aimé ça que tu fasses plus de saisons pour vrai. Ah oui, non, c'était le fun. Mais on avait un show aussi. C'est que les 100 watts, c'était 5 jours semaine, puis le vendredi, c'était format familial. Ce qui était hot de format familial, c'était les vedettes de la LNI venaient et faisaient faire des games d'improvisation à des familles avec des enfants, les parents. Hey, c'était vraiment cool. Moi, j'avais eu du fun à faire ça. C'était vraiment hot. Voilà. Le nom, c'est drôle, hein? Le nom de notre show, Les Machines, c'est venu un peu comme un flash. On disait, écoute, on appelle ça Les Machines, parce que tout le monde appelle du monde. T'es une machine. T'es une machine. Puis toi aussi, parce que c'est drôle, je lisais un de tes textes, tout le monde disait, je ne sais plus dans quel contexte. Il me disait, j'aime ça quand la machine, fonctionne bien, puis tu parlais de toi, tu sais.
Puis c'est une des questions qu'on a en fin d'émission, vu que tu savais pas ce que tu t'en venais faire ici pendant tout. Tu savais pas les questions. J'ai 3 questions en fin d'émission qui sont les suivantes. C'est quoi pour Jean-Marie être une machine? Être une machine. Wow. Aïe, aïe, bonne question. Surtout qu'en plus, j'ai 2 modèles de machines à côté de moi. Là. Est-ce qu'ils savent comme vous êtes des machines, vous autres? Votre public sait-tu que vous êtes des machines? Ouais. Des ultra-machines? Ouais, non, pour nous autres, on est bien normal. T'sais, on se considère pas comme ça. C'est juste que le monde te donne cette étiquette-là. Puis tu comprends, tu vois, une machine, whatever. T'sais, moi, je fais ce que je fais dans la vie. Je fais ce que je fais dans la vie, right? Ouais, mais on s'entend, à courir 160 km, il faut être un peu machine pour faire ça, tu sais. Ouais, avec une coupe de loose bolt, comme on dit. Des boulons là. Mais tu sais, quand on pense à une machine, c'est comme si elle part et elle arrête pas, tu sais. Malgré la chaleur, malgré le froid, malgré si la machine, elle va arrêter seulement quand toi... Tu vas lui dire d'arrêter. Tu vas lui dire d'arrêter, puis qu'il y a un piton off ou il y a une ligne d'arrivée, tu sais. Tandis que l'humain, avec nos fragilités, avec nos boulons lousses, avec nos failures, ou peu importe comment on les appelle, c'est sûr que nous, à un moment donné, on est porté à croire que « si je vais casser, maudit, je vais casser ». Et c'est-tu drôle, mais quand je fais une course de bateau dragon, et mettons, je prends le 500 mètres, OK? De 0 à 500 mètres, là, c'est quelque chose qui se prend à peu près maximum entre 1 minute 50 et 2 minutes à franchir. Mais pendant toute cette distance-là de 500 mètres, tu passes par plein de systèmes d'énergie. Tu fais un start de ton bateau, faut qu'il lève, faut que tu décolles. Et là, tu mets des coups forts. Après ça, tu accélères tes coups. Puis après ça, là, tu pognes ta vitesse de croisière. À mi-parcours, tu colles une espèce de petit turbo pour repartir la machine, puis turbo. Mais dans la course, là, tu te parles, t'es dans ta tête. T'arrêtes pas de te dire, OK, ça, j'ai-tu bien planté ma rampe? Je vais aller chercher un petit peu plus de force. Oh, faut que j'améliore ma sortie. Ensuite, je reviens. Puis bon. Donc, on se parle. On est toujours à chaque coup, tout en pensant qu'on est 20 dans un bateau. Donc, mon coup doit arriver en même temps et il doit sortir en même temps que tout le monde. Et à travers ça, tu sens que, oh, ça fait mal. Ça fait mal. La douleur monte. La douleur monte. Le souffle commence à être plus tough à prendre. Il faut toujours que tu continues. Il faut pas que tu arrêtes. Donc, l'aspect de la machine, il est là. Dans la répétition du mouvement, dans l'exécution. Puis là, ça fait mal, mais tu y vas. Alors, tu le sais que tu vas tout le temps passer par les mêmes Moses d'étapes de douleur et aussi d'extase à la fin. Donc, la machine fait en sorte que tu casses pas de 0 à 500 mètres, mais à 501 mètres ou 502, là, ça casse. C'est ça être une machine. C'est que là, à ce moment-là, je décide de peser sur stop. Alors, moi, dans mon sport, ma machine, c'est comme ça. C'est comme ça que je la vois, tu sais. Dans l'exécution, dans la performance, dans la précision le plus possible de chaque coup. Mais parce que je suis humain, ben, j'ai droit à l'erreur. La machine, elle se trompe pas. C'est ça la petite nuance. J'ai droit à l'erreur et je me pardonne, mais si j'ai manqué un coup, reprends-toi après. C'est ça d'être humain. C'est le pouvoir de recommencer, de s'améliorer, puis d'accepter que ça se peut que j'en manque un. J'essaierai de pas en manquer d'autres. C'est bien dit. Fait réfléchir. Ouais. L'autre question que j'ai pour toi, c'est que si tu avais un livre à offrir au plus grand nombre de personnes possible autour de toi, ce serait quoi? L'art du bonheur. Du Dalai Lama. Ça va au-delà du bouddhisme tibétain, parce que oui, c'est un bouddhiste tibétain, le Dalai Lama. Mais la beauté de ce livre-là, il est écrit par un psychiatre américain, Howard Cutler, et le Dalai Lama. Donc, c'est la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Et là, ils échangent. C'est quoi le bonheur? Comment on fait pour être heureux? Et j'aime tellement ça. Moi, les rencontres entre deux personnes, il y a un livre sur la joie avec Desmond Tutu et le Dalai Lama aussi. J'aime les espèces d'échanges, de rencontres entre deux personnes. C'est comme deux philosophies qui semblent en opposition au départ, puis finalement, qui se ressemblent beaucoup. La science et la religion. J'aime beaucoup ça. Alors, l'art du bonheur, c'est que ça t'apprend à trouver, toi, ton bonheur. Et c'est simple aussi. S'il y a des choses qui te rendent malheureuse, malheureux, enlève-les de ta vie. Si c'est toxique pour toi, enlève-les. Puis si c'est beau pour toi, si c'est bon, ben continue de le faire. Donc moi, j'ai appris beaucoup sur mon bonheur et sur les autres avec l'art du bonheur. Donc si j'avais un seul livre à relire pour le restant de mes jours ou à offrir ad vitam, ad nauseam, l'art du bonheur. Ouais. Vraiment. Là, j'ai une question à toi. Ta dernière question. C'est tout le temps la même question pour tout le monde, là? Ouais. Ouais, bring it on. Si tu avais une chanson à mettre sur la trame sonore de ta vie,
Ça serait quoi? What a Wonderful World. Ouais. Hey, c'était vraiment spontané. Là, y en a-tu une plus belle? C'est une belle chanson. C'est tellement beau. Puis Louis Armstrong, quand tu l'entends, tu sens son sourire dans sa voix. What a Wonderful World. C'est tellement beau. C'est tellement... Moi, ça me fait pleurer, cette chanson-là. Elle est touchante, elle est émouvante. Je l'ai vue à la télé sur des montages avec des images sur la nature et tout ça. C'est tellement beau. Puis c'est simple. Tu lis les paroles de cette chanson-là, c'est simple. Puis ça aide aussi. C'est l'hymne à... Hey, on peut pas se compliquer la vie. T'sais? Gardons ça simple. T'sais? Les arbres, les oiseaux, le ciel bleu. Peux-tu revenir à la base? T'sais? Parce que, hey, on se complique les choses dans notre tête. Nous, on dit qu'on se la complique des fois. T'sais? Gardez ça simple. J'ai une dernière question pour toi qui me vient en tête. Il faut que je te la pose. Tu m'as parlé de Jésus. Jesus. Tu m'as parlé de Bouddha. Yeah. Jean-Marie, il croit en quoi? Ben, ta question peut être prise sous plusieurs angles. Moi, j'ai été baptisé, donc je suis catholique, chrétien, baptisé. T'es dans le club. Je suis dans le club. Par contre, l'œuvre de Jésus, elle est hallucinante, elle est extraordinaire. Je trouve qu'il y a des passages dans la Bible qui me nourrissent aussi. Mais j'ai découvert le bouddhisme tibétain et je trouve que ça fait du sens avec qui je suis devenu et non comment je suis né. Et d'appliquer des préceptes et de la philosophie bouddhiste dans ma vie fait en sorte que ça l'a enrichi. Et c'est ça pour moi aujourd'hui. Mais que quelqu'un tiendrait à peu près le même discours par rapport à l'islam ou le judaïsme, je le croirais aussi. Parce que selon ta culture, selon ta langue, selon d'où tu viens, dans quoi tu as grandi, dans quel pays, quels sont les conflits dans lesquels tu as été impliqué, il y a des religions qui font mieux pour toi. Mais il n'y a rien de pire qu'un dogme. Alors, il y a quoi qui est pire, c'est que c'est ça ou rien. Si tu crois pas en ça, t'es mon ennemi. Ça, je suis contre ça. Donc, j'aime ce qu'on peut offrir ici. Il y a une pluralité de philosophies et d'approches et de religions. Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est comme des petites clés. Tantôt, je parlais de mes souffrances qui servent de petites clés pour rentrer dans le cœur des gens, mais c'est ça. Les enseignements spirituels servent à ça pour nous améliorer comme êtres humains, nous aider. Et j'aime beaucoup vous faire triper. Vous la connaissez peut-être, là, mais c'est la métaphore de Michel-Ange. Ça vous dit quelque chose? OK. Michel-Ange a fait des œuvres hallucinantes. Entre autres, le célèbre David. Et à l'époque de Michel-Ange, David déjà était considéré comme une sculpture parfaite. De par ses contemporains, de par le public, de par les élèves de Michel-Ange. Et à un moment donné, il donnait un genre de cours, un masterclass, et les élèves sont autour de Michel-Ange et on lui demande « Michel-Ange, comment vous avez réussi à faire votre David, qui est une œuvre parfaite? Comment vous avez fait ça? » Et c'est une métaphore sur la vie. Alors, Michel-Ange a dit, écoutez, c'est assez simple. J'ai pris mon bloc de marbre. J'ai pris mes outils, commencé à frapper mon marbre, et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. Alors, si toi, dans ta vie, tu enlèves tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui ne te correspond plus maintenant là où tu es. C'est la même chose pour toi, Steph. T'sais. C'est la même chose pour tout ce qu'on a dans nos vies. Enlevons ce qui n'est pas nous, ce qui n'y fait pas sens, ce qui n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui reste la plus belle version de nous-mêmes? Ben, c'est ça, moi, la métaphore de Michel-Ange. Ouais. C'est hot, hein? Ouais. Vraiment. Là, on finit sur un punch, là. C'est que... Jean-Marie, merci d'être venu. Hein. Merci beaucoup. C'est ça, votre poignée de main. Bah, je poussais pas au courant. Poignée de main des machines, c'est pas pour C'était nouveau. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.